Bienvenue à tous dans cette introduction au JSON. Le JSON, dans les vidéos précédentes, nous en avons déjà rencontré. Dans cette vidéo-ci, nous allons approfondir. Mais qu'est-ce que le JSON? Le JSON, en fait, c'est une convention d'écriture, une façon d'écrire des données, des objets. L'idée derrière, c'est d'avoir une façon interopérable d'écrire des données qui soit donc la même pour tout type de technologie. Qu'on écrive une application en JavaScript, en PHP, en Java, en Flutter, peu importe la technologie qu'on utiliserait, eh bien qu'on puisse bénéficier d'un langage de communication ou de sauvegarde de données qui soit le même pour toutes ces applications. L'utilisation donc principale du JSON, c'est pour communiquer des données entre des applications clientes et des applications serveurs, quelle que soit donc la technologie selon laquelle ces applications ont été développées. Le JSON est aussi utilisé pour faire persister des données, c'est-à-dire pour que ces données survivent au démarrage et au redémarrage des machines. Il est donc possible, par exemple, de sauvegarder des données dans des fichiers JSON, qui sont en fait des fichiers texte dans lesquels les données ont été enregistrées au format JSON. Voici les types de données qui sont valides pour du JSON. Des strings, des nombres, qu'ils soient entiers ou réels, des objets, des tableaux, des arrays, des booléens et nuls sont possibles. On voit donc qu'il n'y a pas de date. Si on souhaite une date, il faudra par exemple la mettre au format string. Il n'y a pas non plus de fonction. En effet, les fonctions selon les langages, eh bien, la façon de les implémenter est très différente. Et donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment quelque chose qui est interopérable. De plus, on voit qu'il n'y a pas le undefined du monde JavaScript qui est disponible lorsqu'on écrit du JSON. Il faudra utiliser nul. Voici un exemple classique de données JSON. Très souvent, nos API, nos RESTful API vont renvoyer soit des objets, et donc les objets, eh bien, c'est quand on a dans le monde JavaScript les accolades, soit des tableaux d'objets ou des tableaux de strings. Ici, vous avez un exemple d'un tableau d'objets, et donc chaque objet aura des propriétés qui sont mises, les clés des propriétés, entre guillemets. Et puis les valeurs ici, eh bien si c'est des strings, elles seront aussi mises entre guillemets, mais vous pourriez par exemple avoir des numbers, des nombres, et là il n'y aurait pas de guillemets. Le JSON est principalement utilisé, donc on l'a entendu, pour communiquer des données. Au niveau de notre API, c'est ce qu'on a déjà fait. Lorsque nous renvoyons un tableau de pizza au client qui fait une requête, à l'aide de la fonction res.json, eh bien, on sérialise les données. C'est-à-dire qu'on passe du monde JavaScript, un tableau d'objets, vers le monde des octets, le monde du texte, le monde de texte au format JSON. Ça, c'est ce qu'on appelle la sérialisation. Si on prend le routeur de notre pizza, eh bien, on voit que notre array ici, il est au format dans le monde JavaScript, et lorsque on réalise l'opération de lecture de toutes les pizzas, eh bien, on va utiliser la fonction JSON ici sur l'objet réponse pour que notre framework Express automatiquement sérialise ce tableau au format JSON. Et donc, si on fait la requête pour lire toutes les pizzas,
on voit que automatiquement, notre API Express va sérialiser les données. Et donc ici, nous avons le résultat à droite. Nous avons aussi vu l'opération inverse de la sérialisation, c'est ce qu'on appelle la désérialisation ou le parsing. Parsing étant beaucoup plus utilisé, c'est lorsque on part de données qui sont au format texte et qu'on vient les injecter dans des variables en mémoire, des variables ici qui seront en Node.js ou en JavaScript. Et pour ça, c'est donc notre middleware express.json qui est appelé dans app.js qui va en fait s'occuper automatiquement d'injecter par exemple le body d'une requête dans la variable rec.body. On l'a vu précédemment. Lorsqu'on fait une requête de création d'une pizza, là, par exemple, eh bien, ici, vous voyez que ça, c'est du JSON. C'est du JSON au format texte qui va voyager sur le réseau vers notre API. Et une fois que l'API récupère cela, voilà, je crée une nouvelle pizza. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du routeur ? Eh bien, la requête de création ici, on voit que automatiquement, le body de la requête a été injecté dans un objet JavaScript rec.body. Tout ça grâce à ce middleware d'autorisation, le middleware ici, express.json, qui a fait automatiquement le parsing des données JSON dans rec.body. Une autre utilité très grande du JSON, c'est de pouvoir faire persister des données, principalement de sauvegarder des données dans un fichier JSON et aussi de pouvoir lire les données qui ont été sauvegardées. Ainsi, à chaque redémarrage de la machine, les données seront toujours disponibles. En gros, c'est la mise en place d'une sorte de petite base de données très simpliste à l'aide de fichiers JSON. Nous allons voir l'opération de lecture de données qui se trouverait dans un fichier JSON et nous allons aussi voir l'opération d'écriture de données au sein de fichiers JSON. Concernant la lecture, eh bien, dans un premier temps, nous allons simplement lire le contenu d'un fichier qui sera un fichier .json et nous allons injecter ce que nous avons lu dans une variable de type string. Et là, nous aurons donc une string au format JSON. On pourrait imaginer ici que cette string se trouve dans la variable nommée objectSerialized et à l'aide de la fonction JavaScript JSON.parse, eh bien, on va pouvoir renvoyer un objet JavaScript qui contiendra toutes les données sérialisées qui se trouvaient au format texte. Petit exemple de code pour réaliser tout ça. Au sein de notre API qui gère donc des pizzas, nous allons créer un dossier utils. Et dans ce répertoire, un fichier json.js dans lequel nous allons mettre tout le code pour pouvoir lire des fichiers et écrire dans des fichiers du JSON. Et dans ce fichier utilitaire, nous souhaitons créer une fonction qui s'appelle parse qui va prendre en paramètre un chemin vers un fichier JSON qui contiendra donc les pizzas qu'on va sauvegarder, qui pourra prendre un tableau par défaut, c'est-à-dire si on souhaite par exemple renvoyer une liste de pizzas par défaut qui n'existerait pas encore dans notre fichier JSON, eh bien on peut passer finalement ce tableau par défaut ici. Cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser donc une librairie intégrée à Node.js qui est FS pour accéder au système de fichiers. Elle va vérifier si le chemin existe
Si le chemin vers le fichier JSON n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas encore de données JSON. Et donc, on va retourner le default array, donc la liste par défaut, le tableau par défaut. Si on n'a pas passé de paramètres pour cette variable, eh bien, on aura un tableau vide. Si on a donc un fichier qui existe, eh bien, on va utiliser la fonction Node.js qui permet de lire de manière synchrone un fichier. Ce qui veut dire que c'est une fonction bloquante. On verra plus tard les fonctions asynchrones. Mais disons que on n'ira pas plus loin dans le code avant que la lecture soit terminée. Une fois que la lecture est terminée, on aura ici dans file data une string qui contient donc les données au format JSON dans cette string. Et puis on va utiliser, comme on a vu dans le slide, la fonction parse pour créer un objet dans le monde JS en mémoire vive qui contiendra toutes les données qui avaient été sauvegardées dans le dossier. Avant d'aller plus loin dans le code de la lecture de données au format JSON, on va d'abord voir la création de données JSON et comme ça, on pourra faire le lien. Pour écrire des données dans un fichier JSON, eh bien voilà comment on va faire. On va utiliser un objet en mémoire qui contiendra donc des données au format JS habituel, un tableau d'objets par exemple. Et puis, à l'aide de la méthode stringify, on va générer une string au format JSON de cet objet. Il restera donc plus qu'à écrire cette string dans un fichier à l'aide de Node.js. Dans le fichier JSON qu'on a créé précédemment, voici le code qui permet donc d'écrire. Je vais agrandir tout ça. Voilà, une fonction utilitaire dans notre fichier JSON au sein de notre dossier utile, ce qui s'appelle serialize, et qui va donc sérialiser dans un fichier et donc écrire dans le chemin qu'on lui passera ici le contenu de l'objet JavaScript qui sera passé en paramètre, là. Comment faire cela? Eh bien, on utilise, comme on l'a vu dans les slides, la fonction stringify pour créer sous forme de string une représentation JSON de l'objet. Et ensuite, on va écrire au niveau du chemin qui aura été passé en paramètre de notre fonction serialize la string au format JSON. Alors, le code ici est un peu plus compliqué. Disons que vous devez simplement comprendre ce code. On ne vous demande pas de savoir l'écrire vous-même. Mais disons que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le répertoire, le dernier répertoire qui est donné dans le file path, que s'il n'existe pas, eh bien, on le crée. On crée ce répertoire. Par exemple, nous, on souhaite que notre fichier JavaScript, notre fichier JSON qui contiendra les données de pizza, soit repris dans le répertoire /data. Et vous voyez que dans pizza, il n'y a pas encore de répertoire /data. Donc, c'est ce petit morceau de code ici qui va créer le répertoire qui manquerait. Voilà. Et ici, on va bien sûr exporter maintenant nos deux fonctions, parse et serialize. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ces fonctions? Tout va se passer ici dans le routeur. Je vais donc agrandir. Nous allons donc ici utiliser le menu comme la liste par défaut. Tant qu'il n'y a rien dans le fichier JSON, eh bien, on renverra au moins une liste de pizza qui est hardcodée ici dans notre script. Alors, dans les fonctions de lecture, eh bien, on ne va plus aller chercher directement les infos dans la variable menu qui contient donc la liste des pizzas en mémoire vive. On va aller chercher
les données dans un fichier. Et si elle ne se trouve pas, on renvoie la variable par défaut. Donc ici, par exemple, comment est-ce qu'on mettrait à jour cette fonction? On va la mettre à jour en utilisant ici les deux fonctions qu'on a créées, les deux fonctions utilitaires. On importe ces deux fonctions ici. On indique où est-ce qu'on veut que le fichier JSON se trouve dans le répertoire data un cran plus en arrière de où se trouve ce fichier-là. Et donc, on revient en arrière de route. On sera dans Pizza, le répertoire de notre projet. Et il y aura un répertoire data. Ça, c'est ce qu'on indique ici. Et maintenant, quand on va faire la lecture de toutes les pizzas, eh bien, on va maintenant lire les pizzas en faisant appel à la fonction parse. On va indiquer le fichier dans lequel se trouvent les données, s'il existe, et on indique les données par défaut. C'est donc le tableau de pizza qui est tout au-dessus de notre script. Pour la lecture, c'est facile, il n'y a rien d'autre à faire que juste d'appeler la fonction parse. Du coup, la mise à jour ici, lorsqu'on veut lire une seule pizza, c'est la même chose. On appelle juste la fonction parse pour initialiser notre liste de pizzas. Pour rappel, avant, on mettait directement menu point ici parce qu'on accédait directement à la variable contenant toutes les pizzas qui étaient en mémoire vive. Maintenant, on va initialiser cette variable sur base du contenu du fichier. Alors là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour les fonctions de création de ressources et de modification de ressources. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'idée de base, c'est toujours la même. On va toujours, avant de rajouter quelque chose ou de modifier quelque chose, on va aller lire les données qui se trouvent dans le fichier JSON. Ici, à l'aide de la fonction parse, on vient lire les données et injecter ça dans une variable en mémoire vive. Ensuite, que ce soit un ajout ou une modification, on va le faire directement dans cette variable-ci qui contient donc un tableau d'objets, un tableau de pizza. Et donc, on ajoute à cette variable en mémoire vive la nouvelle pizza. Et puis, une fois qu'on veut réellement faire persister les données dans le fichier JSON, on appelle la fonction serialize en indiquant le chemin du fichier et en lui donnant la variable en mémoire vive qui a été mise à jour. Et donc, à chaque fois qu'on veut quelque part ajouter une nouvelle donnée ou modifier une nouvelle donnée, on réécrit tout le fichier en faisant appel à la méthode serialize qu'on a créée dans le répertoire utils. Pour effacer, comme c'est aussi c'est une opération qui modifie des données, la même chose. D'abord, on charge les données dans un tableau en mémoire vive. On agit sur ce tableau en enlevant un élément du tableau. Et puis, une fois qu'on a terminé notre opération, on réécrit les données sur base de l'array qui a été mis à jour. Et on réécrit tout ça dans le fichier en faisant appel à notre fonction utilitaire. Pour les mises à jour de données, la même chose. Dans un premier temps, on charge toutes les données dans une variable en mémoire vive. On travaille sur ce tableau. Vous voyez que ici, on vient mettre à jour le tableau pizza sur base en changeant donc l'objet qui doit être modifié. Et une fois qu'on est content que notre variable en mémoire vive a été changée, on réécrit tout ça dans le fichier JSON. On va exécuter tout ça juste pour s'en rendre compte par nous-mêmes que ce code fonctionne et qu'il fait bien ce qui est attendu. On va redémarrer l'application, tout a été sauvegardé. Et maintenant, on va faire des requêtes. Création de pizza, lecture de pizza. On voit ici qu'il n'y a pas encore de répertoire data avec un fichier JSON. On va ouvrir notre application
REST client, enfin notre script qui nous permet de faire des opérations. Si on veut lire toutes les pizzas, on reçoit bien une liste ici de toutes les pizzas. Ça, en fait, c'est le tableau par défaut. On voit qu'il n'y a toujours pas de fichier avec du JSON. Pourquoi? Parce que, par défaut, ce qu'on a fait, c'est que la fonction parse a reçu le tableau des pizzas par défaut en argument, et donc c'est ça qui a été renvoyé. On va maintenant créer une pizza. Voilà, on a bien ici une pizza qui a été créée, et on voit ici qu'on a un répertoire data. Alors je vais fermer la réponse. Et on a bien ici dans le répertoire data un fichier pizza.json qui contient maintenant au format JSON toutes nos données jusqu'au numéro 6. Alors si on veut changer le contenu ici, on peut formater et comme ça on voit ces données avec ici la pizza 6. Le grand intérêt maintenant, c'est que cette donnée elle est persistante. Si je stoppe mon API et que je la redémarre, si je fais une requête pour lire toutes les pizzas, même si j'ai redémarré mon API, eh bien, maintenant, j'ai bien la pizza numéro 6 qui existe. Et donc, on a mis en place une persistance des données au format JSON. À chaque fois qu'on met à jour des données, le fait que c'est possible et que ça fonctionne, eh bien, c'est toujours la même opération. D'abord, on va lire dans le fichier JSON, ceci est un rappel, pour charger les données dans une variable en mémoire vive. On met à jour cette variable en mémoire vive, par exemple en lui ajoutant un nouvel élément ici. Et puis, on réécrit entièrement le contenu du fichier JSON sur base de cette variable en mémoire vive qui a été mise à jour. Voilà, ça sera tout pour cette introduction au JSON. Vous verrez quand vous ferez du JavaScript dans un browser qu'on utilise aussi JSON parse et JSON stringify. Mais on n'a pas accès à l'écriture de fichiers JSON directement au niveau d'un browser. Parce qu'on ne peut pas sauvegarder des fichiers si facilement n'importe où on veut au niveau d'un browser. Mais vous verrez ça plus tard. À bientôt!